bonjour. Alors, au nom de toute l'équipe du Swiss Web Programme Festival, je vous souhaite la bienvenue ici à Montreux, au 2M2C. Durant ces 3 jours, nous allons tous ensemble nous plonger dans l'univers du web, ou plus précisément, dans le monde du digital. 3 jours qui seront rythmés par des conférences, des tables rondes, et ensemble nous pourrons échanger, partager nos opinions et communiquer sur ces différents éléments. Alors il y aura également des moments un peu plus festifs en soirée, et je ne vais pas vous faire l'affront de lister de manière exhaustive le programme de ces 3 jours. Pour ça, je vous laisse tout simplement vous rendre sur le site internet du festival, swisswebprogrammefestival.com, ou consulter tout simplement votre dossier de presse que vous avez dû recevoir ici à l'entrée. Voilà, donc le site du festival, swisswebprogrammefestival.com. Vous y trouverez également toutes les productions qui sont en compétition, parce que le festival, c'est aussi et avant toute chose une compétition qui sera répartie en 7 catégories. Donc si vous voulez voter pour les projets qui vous séduisent le plus, n'hésitez pas à cliquer sur le site internet. Et vous pouvez également en tout temps nous poser vos questions, remarques et autres sur les réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook. Et pour cela, Barbara, ici présente, se fera un plaisir d'y répondre et de les consulter. Donc tout au long de ces conférences, n'hésitez pas à poser vos questions aux différents conférenciers. Avant de démarrer cette journée qui est placée sous le signe des marques et de leur présence sur le web, permettez-moi de vous présenter la personne sans qui tout cela n'aurait jamais vu le jour ici à Montreux, le président du Swiss Web Programme Festival, M. Bertrand Saillant. Alors ça lui fait un long trajet pour arriver sur scène, mais voilà, il court, alors c'est bien. Bonjour Bertrand. Hello. Ça va? Ça va bien, merci. Alors une première, le Swiss Web Programme Festival ici à Montreux. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie folle de partir dans cette aventure? En fait, on a été ensemble d'ailleurs à La Rochelle il y a de ça quelques années, en 2012. On avait commencé à faire des productions audiovisuelles pour le web, et on a découvert ce festival à La Rochelle qui développait, qui mettait en avant ces productions sur le web. Et puis on s'est dit que ça serait peut-être une bonne idée d'apporter ça en Suisse sous un angle différent, avec une vision différente. On parlait justement de cette journée sous le signe des marques et de la présence audiovisuelle aujourd'hui des marques sur le web, en vidéo. Donc voilà, ça c'est aussi une des choses qui est typique au Festival suisse. Et puis c'est l'envie de faire partager au monde des médias et de l'audiovisuel roman, francophone et plus large, un endroit particulier qu'est Montreux. C'est plutôt magnifique, hein. C'est vrai que... En plus, on est très bien sur scène, hein. On est bien aménagé, hein. Un beau salon. Vous avez un très joli appart, Xavier, vraiment. Tout ce qu'il faut. Barbara aussi. Et quels sont les objectifs qu'il y a derrière ce Swiss Web Programme Festival? Alors on a dit c'est pour échanger, c'est pour partager, pour communiquer, mais est-ce qu'on attend quelque chose d'un rendez-vous comme celui-là? Le partage et l'échange, je pense vraiment la première chose qu'on attend, c'est que ce soit des gens qui se rencontrent, qui prennent du bon temps, du réseautage, des rencontres, et puis c'est là où souvent se créent les futurs grands projets. Donc c'est ça dont je rêve, c'est que plein de gens ici se rencontrent. Donc on espère que les grandes choses sortiront de ces 3 jours. Exactement. Très bien. Alors vous l'avez mentionné, le Web Festival de La Rochelle, c'est un peu le papa de ce festival, et 2 personnes sont présentes ici, et on va accueillir sur scène monsieur Jean Cresson, qui est le président, et Anne Libaud, qui est la directrice du festival. Alors, venez seulement nous rejoindre sur scène. Voilà. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue chez nous, bienvenue en Suisse. Bonjour. Merci. Voilà. Alors, je vous laisse peut-être présenter ces 2 personnes. Alors, Jean qui est le président et Anne qui est la directrice du festival, qui ont fondé le festival de La Rochelle il y a 5 ans, et puis avec qui il y a une année sur une terrasse à Vevey, pas à Montreux, on a décidé de créer cet événement en Suisse, et puis on a pu partager et créer un événement en parallèle à celui de La Rochelle, différent, mais qui complète ce paysage francophone des médias et de la vidéo sur le web. Merci Bertrand, merci de l'accueil. C'est vrai que le festival a été créé il y a un peu plus de 5 ans maintenant, à La Rochelle, sur une idée qui était assez simple, c'est de dire que le réseau web est un fabuleux accélérateur de la production de la francophonie. Aujourd'hui, la francophonie, c'est 240 millions de locuteurs français, et nous pensons que dans les 20 ans ou 30 ans, on sera plus de 700 millions, avec un point fort également énorme sur l'Afrique, puisqu'aujourd'hui, plus de 50% des francophones sont africains. D'où l'idée aussi, au mois de novembre, de développer le festival à Abidjan, du 24 au 27 novembre, pour compléter ce grand réseau, en fin de compte, de communautés
Il faut savoir que le festival, comme le rappelait aussi Bertrand, c'est des rencontres, c'est des présentations, et c'est surtout d'essayer de trouver de nouvelles idées sur la production du web. C'est vrai que la production du web est complètement différente de la production audiovisuelle traditionnelle. Beaucoup de gens disent il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'argent, on connaît les critiques permanentes. Nous, quand on l'a créé il y a un peu plus de 5 ans, c'est vrai que c'était le début, parce que à l'époque, si vous voulez, c'était juste l'arrivée de l'iPhone, l'iPad, le haut débit aussi arrivé, mais on a vu une accélération complète, et aujourd'hui, il y a un vrai modèle économique, et il y a surtout un fabuleux territoire de création et d'innovation. Voilà en gros les grands thèmes, nous, qui nous motivent en permanence. Je passe la parole maintenant à Anne pour compléter. C'était pas prévu, mais bonjour à tous. On est très, très heureux et très fiers d'être avec Bertrand aujourd'hui et de démarrer avec lui cette nouvelle aventure, cette nouvelle édition suisse du festival. Donc, on vous souhaite 3 jours d'échanges magnifiques, de création de projets, de valorisation de vos productions et un merveilleux festival à Bertrand et toute son équipe. Encore Merci bravo. beaucoup. On va tout faire pour passer de bons moments. Alors merci beaucoup d'être venu. Je vous laisse rejoindre la salle. Et sans plus tarder, on va accueillir 3 des membres du jury, parce qu'il y en a 2 qui sont restés bloqués, ou panne d'oreiller ou de réveil, je ne sais pas encore. On saura pas plus, tout à fait. On saura plus tard. Donc accueillons sur scène Victoria Montfort, Daniel Perrette et monsieur Jérôme Vito. 3 des membres du jury, donc il en manque 2. C'est déjà pas mal. Venez seulement nous rejoindre. Les deux seront là cet après-midi, on les présentera en début d'après-midi. Bonjour. Bonjour. Ça va, bonjour. Voilà, comme dire bonjour. Bienvenue dans notre salon, ça va? On va vous donner le micro. Alors peut-être une brève présentation de ces 3 personnes, ces personnalités, Bertrand. 3 personnalités qui viennent d'univers très différents, mais avec qui qu'on a la chance de les avoir, puisqu'ils ont les 3 de l'expertise et une vision des médias, de l'audiovisuel et du développement sur le web qui sont très intéressants. Victoria, elle est blogueuse, elle est animatrice TV et elle travaille beaucoup sur le web. C'est son principal axe de travail aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu. Ça sera très complet dans quelques heures. Peut-être qu'on va se limiter à ça, puisqu'à 11h, il y aura une conférence. 11h, c'est ça, c'est juste 11h. À 11h, il y aura la conférence de Victoria sur son blog. Mais juste, si tu veux dire quelques mots. Est-ce que tu es bien arrivé en Suisse? Bonjour à tous, merci d'être si matinaux. Et effectivement, moi, je suis comédienne et j'ai également créé mon blog il y a plusieurs années maintenant, et on verra ensemble à quel point c'est un relais pour moi, non seulement pour ma carrière, mais aussi en termes de collaboration avec des marques qui m'accompagnent tout au long de l'année et avec lesquelles j'ai créé des vrais partenariats. Donc je vous en parlerai dès 11h, donc merci de votre présence. Merci. La deuxième personne, c'est Daniel Perrette, qui est la directrice de la communication et des relations publiques de la Loterie Romande et qui est depuis très longtemps dans le monde des médias et de l'événementiel, puisque tu étais responsable communication du Montreux Jazz Festival. Il y a une dizaine d'années, exactement, au Montreux Jazz Festival. Puis j'ai rejoint la Loterie Romande il y a 8 ans maintenant, où j'ai la chance de diriger la communication et les relations publiques. Je suis ravie d'être là. J'aimerais te remercier, Bertrand, pour ta confiance. Merci et à puis vous. je me réjouis de découvrir ce qui se fait dans le monde des contenus du web, ici, à ces 3 jours avec vous. Merci. Et le 3e membre du jury, Jérôme Vito, qui est responsable digital chez Lindt pour le monde entier et qui nous fait l'honneur d'être là. Jérôme, je l'ai connu au temps d'Edipress, où on avait fait une des premières vidéos, on avait fait une plateforme de vidéos pour le Montreux Jazz d'ailleurs, sur le web. Je crois que c'était en 2004, quelque chose comme ça, uniquement pour les téléphones portables. C'était vraiment les débuts, on ne peut pas dire le contraire. Et puis voilà, il est véritablement aujourd'hui totalement dans le digital et dans le développement du digital sur le web. Effectivement, ça me replonge quelques années en arrière, quand on avait commencé ces vidéos qu'on avait captées au Montreux Jazz Festival, qu'on avait mis à disposition sur le mobile. C'était à travers le portail Vodafone à l'époque. C'est des vidéos de 30 secondes. On avait un travail énorme pour les produire, la post-prod, dont je crois qu'on travaille déjà un petit peu ensemble. On était tout contents, avec une force médiatique de plusieurs centaines de milliers de lecteurs à travers le réseau d'Edipress, de faire 50 vues à la fin de la journée ou 100 vues.
parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité, de format, il fallait installer une application, il faut être client Vodafone. Ça, c'était les tout débuts. Puis aujourd'hui, on arrive avec évidemment un média qui peut avoir une force extrêmement puissante d'impact. Et on l'utilise d'ailleurs chez Lindt extrêmement souvent, de plus en plus avec le shift qu'il y a maintenant vers les mass médias, vers le web. Toutes les marques ne peuvent pas être promues en télévision. Il y a des marchés qui sont très très différents. Chez nous, par exemple, l'Inde, c'est 1,2 milliard d'habitants. Il y a 8 millions de consommateurs possibles qui pourraient s'acheter du chocolat Lindt, chocolat suisse. On ne peut pas utiliser le mass media pour les joindre, donc on va essayer d'autres stratégies. C'est également vrai aux États-Unis où le marché médiatique est très fragmenté. On va aussi utiliser la vidéo pour faire parler nos produits. On travaille aussi avec des blogueurs, donc on a développé toutes sortes de tactiques. C'est passionnant de voir comment ce média peut être utilisé. Je me réjouis de voir et découvrir plus. Merci Bertrand de nous avoir donné cette opportunité. Peut-être très rapidement, avant de vous laisser reprendre votre place et avant de démarrer cette matinée, qu'est-ce que vous attendez en tant que membre du jury de ce festival et des productions que vous avez déjà visionnées? Très rapidement, qu'est-ce que vous attendez? D'être surpris? La surprise et surtout comprendre enfin ce que c'est un format web. Ah, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un format web? Daniel Perrette? Même chose, faire des contacts et puis découvrir ce qui se fait en Suisse, à l'étranger, dans ce domaine. Victoria, pour terminer. Oui, je vais reprendre un peu ce qu'ont dit mes amis, mais en fait, c'est s'intéresser à toutes les formes de formats à dispo aujourd'hui sur le web. Et en regardant les vidéos, on voit qu'il y en a qui sont poignantes en 30 secondes et d'autres qui mettent une quinzaine de minutes. Et ces deux formats-là sont, je pense, tout aussi puissants sur le web. Mais quelles sont les différences d'impact? Moi, j'ai envie d'être surprise, j'ai envie d'avoir des émotions en regardant ces vidéos. Et ma façon de voter, en tout cas, ça marchera aussi au coup de cœur et à la spontanéité. Et que la vidéo fasse 30 secondes ou 11 minutes, pour moi, le travail est le même, tant qu'on est séduit et touché en tant que jury. Alors, on espère que vous allez être surpris et touché durant ces 3 jours. Merci beaucoup, on vous laisse rejoindre la salle. Merci Bertrand aussi d'être venu sur ce plateau. On se retrouve tout bientôt, il n'y a pas de souci. Et on va démarrer cette matinée placée sous le signe des marques et leur présence sur le web avec une conférence en vidéo. Le conférencier n'a malheureusement pas pu se libérer. Et pour cette première, nous allons nous intéresser à la première entreprise horlogère qui a développé sa propre chaîne de télévision sur le web. C'était en juin 2006 avec un slogan tout simple, « Be different, be the first », Hublot TV avec Jean-Claude Biver. L'histoire d'Hublot TV, elle est relativement simple, elle est même simpliste, elle est même évidente. Bonjour, il faut mettre le micro. Si vous avez un site internet et que vous le traitez comme un catalogue, ça ne sert à rien de faire un site internet, il vaut mieux avoir un catalogue dans les mains. Donc le site internet n'a de sens que s'il est animé. Il est animé de quoi? Il est animé d'informations sur le produit, sur la marque, sur les événements, sur le message. Et comment est-ce qu'on anime? Eh bien, le plus facile moyen d'animer, c'est par les images, c'est-à-dire par des vidéos. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de Hublot TV, c'est de dire, voilà, on devrait animer notre site internet par une partie qui serait de l'audiovisuel. Il y a une télévision qui tourne et cette télévision s'appelle Hublot TV. Et donc, l'internaute, lorsqu'il revient sur notre site après une semaine, parce que c'est très important que un site soit visité non pas une fois, mais je dirais 50 fois par année, s'il revient chaque semaine, eh bien chaque semaine, je lui présente quelque chose de nouveau qui l'attire à venir. Mais je ne peux pas lui montrer chaque semaine une nouvelle montre, parce qu'on ne fait pas chaque semaine des nouvelles collections. Je ne peux pas chaque semaine lui donner des nouvelles sur notre art, ou sur nos compétences, sur nos inventions. On n'invente pas chaque semaine. Mais par contre, chaque semaine, je peux lui montrer une activité à travers l'audiovisuel, une activité qui a lieu en Chine, une activité qui a lieu à Gstaad, une activité qui a lieu à Londres, etc.
Donc, il me faut de l'audiovisuel. Et l'audiovisuel, on a appelé ça Hublot TV. Et on était peut-être précurseurs, mais c'est absolument nécessaire et fondamental de savoir qu'un site Internet meurt s'il n'est pas animé. Et il doit être animé, je dirais, chaque jour. Alors, on va dire, non, mais attendez, chaque jour, j'y arrive pas. Alors, on va dire chaque semaine. Mais en tout cas, tous les 5 jours, 50 fois par année, le site doit être animé, sinon le consommateur ne reviendra pas. Voilà comment est né Hublot TV. En fait, Hublot TV a accompagné le développement de la marque à l'international de 3 manières. La première, c'est en ayant une réactivité, donc c'est-à-dire coller à l'actualité de manière immédiate, c'est-à-dire fournir un contenu immédiatement après un événement ou un lancement produit. Et ça, c'était unique au niveau de l'horlogerie, parce qu'en fait, nous avons des moyens internes qui nous ont permis donc d'accompagner à chaque fois qu'il y a une conquête de territoire à l'international, avec une équipe de Hublot TV qui a permis de retranscrire, j'allais dire presque en direct, quelquefois ça l'était effectivement en direct sur le site, mais d'autres fois donc de syndiquer des images à travers donc des canaux digitaux, mais aussi sur des médias plus traditionnels, mais en tout cas assurer une réactivité et donc de permettre, dès la création de la marque ou le lancement, le nouveau lancement de Hublot, d'avoir cette culture de l'information le plus rapidement possible disponible à la fois en interne mais aussi en externe. Donc premier facteur, c'est la réactivité. La deuxième, c'est de créer une unicité du message. Car en fait, Hublot, quand M. Bivet a repris l'affaire, en fait, il y avait besoin de créer une culture dès le départ forte. Et en fait, le fait d'avoir Hublot TV, ça a permis d'asseoir cette unicité de message. Alors en ayant un personnage fort, donc en la personne de M. Bivet, qui était donc, j'allais dire, le vecteur de communication numéro 1, mais aussi donc d'asseoir un message à la fois pour l'ensemble des collaborateurs. Nous avons une croissance très forte, donc des recrutements importants avec des gens qui venaient de cultures différentes de d'autres entreprises horlogères ou bien d'autres produits de luxe, mais à chaque fois une sorte de message d'évangélisation sur la culture de Hublot. Donc deuxième facteur, c'est d'avoir cette unicité de message avec des moyens de production que nous-mêmes nous maîtrisions. Et puis la troisième chose qui est absolument fondamentale, c'est de créer quelque part une mémoire de l'entreprise. C'est-à-dire Hublot TV est devenu la structure dans laquelle en fait nous avons pu archiver et avoir cette mémoire vivante de l'entreprise, donc dans un passé certes assez récent d'à peu près une dizaine d'années, mais avoir cette mémoire dans laquelle nous pouvons puiser au quotidien, de pouvoir alimenter le Hublot contemporain d'aujourd'hui. Donc ce sont vraiment ces 3 facteurs, hein. Donc je répète, c'est la réactivité, l'unicité du message et avoir cette mémoire vivante. Ah ben, Hublot TV, à l'époque, on était les premiers, on était différents, on était uniques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Toutes les marques qui se respectent ont une télévision. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Hublot est encore le seul et encore différent et premier, mais nous avons pu le dire au départ. Au départ, en tout cas, dans l'industrie horlogère, nous étions premiers à faire un site de Hublot TV. Il y a peut-être encore quelques marques horlogères qui n'auraient pas de TV, c'est possible. Je ne les regarde pas, je ne regarde pas les autres, j'ai assez de travail à regarder ce que nous on fait. Mais peu importe si nous ne pouvons plus le dire aujourd'hui, on ne peut pas être tous les jours premier, différent, unique. Premier, différent, unique, c'est une attitude d'entreprise, c'est celle de Hublot, c'est celle qui nous a amené vers le succès que nous avons aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand nous sommes entrés dans le football, on était premier, différent, unique. Ben aujourd'hui, Dieu soit loué, tout le monde va aller dans le football, ce qui est très positif. Parce que si tout le monde nous suit, eh bien, on sera toujours un pas en avant, puisque les autres suivent. Et quand vous êtes suivi, ben vous êtes leader. Un leader qui est tout seul, c'est comme si je cours le marathon tout seul. Ben, je ne peux pas dire que j'ai gagné, puisque je n'avais pas d'adversaire, j'étais tout seul. C'est comme si je joue un match de tennis et l'adversaire ne vient pas sur le court. Ben, je ne peux pas dire que j'ai gagné. Alors on dit oui, il a gagné par forfait. Ah oui, gagner par forfait, l'exploit sportif, il est nul. C'est de la même façon dans le métier. Si je suis premier et puis personne ne me suit, ben, ça ne sert à rien. Il faut que je sois suivi. Et si je suis suivi, je suis leader. Et ce qu'on veut, nous, c'est d'être leader.
Donc on veut des suiveurs. Et on en veut beaucoup, le maximum possible. Et chaque fois qu'on nous suit, on est content, on est heureux. On devrait presque envoyer une boîte de chocolat aux suiveurs pour les remercier de nous affirmer comme leaders. Yes, we are here in Rio. You see the incredible background that I have behind me is Copacabana Beach. We are here at the Hublot Palace, so we have taken an hotel during the World Cup. Je dirais que Hublot TV est absolument fondamental dans le plan de communication que nous avons mis en place pour la Coupe du Monde. Car, encore une fois, on a collé au plus près de notre actualité. Alors, la Coupe du Monde, elle était couverte par de nombreux médias internationaux, mais nous, en tant que marque, et pour pouvoir exister avec notre propre message, nos spécificités, le type d'invité que nous avions et notre volonté d'être toujours différents, Hublot TV était complètement instrumentale. Alors, elle l'était puisqu'on avait une équipe dédiée sur place que nous avons donc emmenée au sein de notre Hublot Palace, qui était un peu le QG Hublot au Brésil, à Rio. Qui en fait était l'endroit où d'une part nous recevions les médias, d'autre part les invités de Hublot qui étaient reçus par petits groupes, on va dire d'à peu près 80 à 100 personnes, mais avec un roulement tous les 5-6 jours. Et donc Hublot TV a permis de couvrir la vie de cet endroit si particulier, donc, qui était l'Hublot Palace. Une première chose. Deuxième chose, ça a été aussi donc, de couvrir les événements auxquels Hublot a participé pendant la Coupe du Monde, donc sur place au Brésil, mais aussi en fait avec notre structure donc ici à Nyon, de pouvoir réaliser donc des films un peu sur la vie de l'entreprise, c'est-à-dire vivre à distance, comment les collaborateurs de Hublot ici au siège à Nyon, mais aussi à travers le monde, vivaient cette Coupe du Monde, c'est-à-dire apporter un facteur émotionnel, puisqu'en fait on était sur de la matière vivante. Donc là encore une fois, Hublot TV se relaie de contenu émotionnel pour Hublot. Et puis une troisième chose, c'est au niveau de notre animation produit, avec la production de films produits spécifiques avec donc, des montres à caractère footballistique. Et donc Hublot TV avec notre studio ici, avec cette régularité de présentation de produits de montres footballistiques, de telle sorte qu'en particulier sur les réseaux sociaux, nous puissions animer presque de manière quotidienne avec des nouveautés produits, pas seulement du contenu événementiel. Donc la Coupe du Monde, ça a été un des événements les plus importants que Hublot TV a eu à couvrir en fait au cours de ces dernières années. Et donc l'illustration de ce qu'on pouvait faire de mieux en termes de production audiovisuelle interne pour nous, avec des résultats qui nous sont connus aujourd'hui, puisque en fait, sur les supports des réseaux sociaux, sur notre site, alors certes aidé par la visibilité de notre panneau, de 4e panneau d'arbitre, donc avec des gens de manière spontanée qui sont venus en masse sur notre site hublot.com pour découvrir notre marque et découvrir nos produits. Et donc avec à chaque fois ce contenu Hublot TV spécifique qui accompagnait et venait enrichir un discours spécifique autour du football. Donc une très belle illustration de tout ce que peut apporter un média interne maîtrisé sur un événement aussi important que l'a été la Coupe du Monde du football pour Hublot en 2014. Nous devons apprendre à faire nous-mêmes. L'indépendance d'un entrepreneur que j'étais, que je suis d'ailleurs toujours, et j'ai toujours cette attitude d'entrepreneur, c'est d'essayer de faire le maximum de choses soi-même. Tout ce qu'on fait soi-même, on le contrôle différemment, on le contrôle mieux. Parfois, on n'a pas les compétences. Et quand on n'a pas les compétences, il faut les prendre. C'est pour ça que nous avions engagé des JRI, des journalistes reporters en images, des JRI de l'Aimant Bleu, de la chaîne de télévision, et un autre GRI de la télévision suisse romande. Donc, on a acheté des compétences, ou si vous voulez, on a pris des compétences à bord, et après on l'a fait nous-mêmes. Mais voilà, donc je suis toujours en faveur de faire le maximum à l'interne, parce que j'ai un meilleur contrôle, et lorsque je n'ai pas les compétences pour le faire à l'interne, eh bien j'essaye de les acquérir. Et nous avons pu acquérir la compétence grâce à des JRI
de 2 chaînes de télévision, Léman Bleu et la télévision suisse romande. Hublot TV, donc, qui est une matière vivante, a été obligé effectivement d'évoluer au travers le temps. Donc certes, en fait, c'est une histoire assez courte, mais on a pu observer que du moment où il y a à peu près 10 ans, la structure est née et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, elle a changé puisque la finalité et les moyens de communication mis à disposition ne sont plus les mêmes. On s'aperçoit qu'effectivement aujourd'hui, notre besoin, en particulier tourné vers les réseaux sociaux, est un besoin d'images animées beaucoup plus courtes, avec donc de l'image, on est dans l'éphémère, alors que quand Hublot TV est né, on était dans des sujets plus travaillés, avec des durées d'à peu près 3 minutes, 4 minutes, et des sujets qui en fait avaient une durée de vie plus importante. Aujourd'hui, on va faire des petites pastilles d'à peu près 30 secondes, soit sur des produits, soit sur de l'événement ou une interview très courte, mais nous allons les multiplier de telle sorte qu'en fait nous ayons une présence forte sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, donc, sur notre plateforme web, sur notre site hublot.com, ça va pouvoir alimenter aussi au quotidien cette animation qui est quand même un peu la clé du succès, quoi. Le futur de l'audiovisuel, il est infini. Nous sommes au balbutiement du futur. Le futur n'a pas commencé. Le futur, il va commencer. Et le futur, dans l'audiovisuel, écoutez, l'image et la couleur, c'est la vie. Quand il n'y a plus d'image et quand il n'y a plus de couleur, ben, c'est que vous êtes dans un cercueil. Donc, l'image et la couleur sont la vie. L'image, la couleur et le mouvement. Quand vous ne bougez plus, vous êtes mort. Donc, l'image, la couleur et le mouvement, c'est la vie. Et la vie, c'est éternel. La vie ne va pas s'arrêter avec moi. Ma vie va s'arrêter, mais pas la vie. Donc, la vie est éternelle. Donc, le télévisuel, l'audio, l'Internet, la vidéo, les couleurs, le mouvement, le son, mais c'est éternel. Nous sommes au balbutiement. Nous sommes à l'âge de la pierre. Moi, j'aurais une montre connectée à un poignet et une montre éternelle à l'autre. Les deux s'interprètent, les deux s'interpénètrent, les deux sont complémentaires, c'est ça qui est magnifique, et les deux se complètent. Donc j'ai déjà prévu d'avoir les deux. Donc la montre connectée, ces interprétations, elles sont bienvenues. Je m'en réjouis, et je me réjouis vraiment d'en porter, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Mais l'art horloger traditionnel, qui est une sorte d'éternité dans une boîte, une montre mécanique qui fait tic-tac, tic-tac, c'est rien d'autre qu'un morceau d'éternité qu'on met dans une boîte. Ça aussi, ça me passionne. Donc j'ai les deux passions. Et comme j'ai heureusement 2 bras, 2 poignets, donc je mettrai 2 montres.